Bienvenue dans ce cours sur le thème 2 du programme de Terminal AGGSP, Faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution, toujours sur l'axe 2, le défi de la construction de la paix. Et nous allons voir le cours de Faire la paix par la sécurité collective au XXe siècle. Alors quelles sont les tentatives de sécurité collective mises en place au XXe siècle? D'abord, nous allons voir la logique de la sécurité collective des traités de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors petit a, les traités d'après-guerre rompent avec la logique westphalienne. Les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale tentent en effet d'imposer l'idée d'une sécurité collective. Alors la sécurité collective repose sur un principe d'interdiction du recours à la force, associé à un système de solidarité destiné à garantir la sécurité des États contre toute agression armée. Toute agression ou menace d'agression contre un État constitue alors une atteinte à la paix et à la sécurité de tous les États qui doivent alors apporter leur soutien à l'État agressé. Ainsi, les traités signés à la fin de la Première Guerre mondiale, traités de Versailles, du Trianon ou de Saint-Germain, remettent en cause la logique westphalienne de plusieurs façons, notamment dans la forme même des négociations de paix. Par exemple, l'Allemagne n'est pas conviée aux discussions de paix lors de l'élaboration du traité de Versailles et se voit imposer des conditions de paix très dures, ce qui nourrit le ressentiment des Allemands et limite les chances d'une paix durable en Europe. D'autre part, l'idée de sécurité collective impose la création d'une structure au-dessus des États capable d'assurer la paix et de leur imposer des décisions. Enfin, cette conception de la paix rompt avec le principe de non-ingérence dans les affaires d'un pays. Alors petit b, la Société des Nations, une première tentative de sécurité collective. Dans un discours de janvier 1918, le président américain Wilson énonce en 14 points les buts de guerre des États-Unis. Il souhaite notamment la création d'une association générale des nations chargée de préserver la paix. Le principe de cette organisation est accepté par les pays participant aux négociations de paix du traité de Versailles. Ainsi, le 10 janvier 1920, la Société des Nations est créée dans le but de maintenir la paix et de prévenir des conflits futurs. Son rôle principal est de fournir un forum pour les nations afin de discuter et de résoudre les différends internationaux de manière pacifique. Dans son organisation, elle comprend initialement une assemblée et un conseil. L'assemblée n'est que délibérative. Les questions essentielles relèvent du conseil, qui peut seul voter des sanctions contre un État agresseur. Or, ces sanctions doivent être votées à l'unanimité et non pas de force obligatoire. La SDN ne dispose en effet pas d'une armée internationale. D'autre part, la SDN manque dès sa fondation sa vocation universelle. Elle est d'emblée dominée par des puissances européennes, notamment la France et le Royaume-Uni. En mars 1920, le Sénat américain refuse de ratifier les traités de paix et le pacte de la SDN. Donc les Américains sont absents de la SDN. L'Allemagne, vaincue, et la Russie, devenue communiste, ne sont pas invités à y participer. La détente internationale, cependant, à partir des années de 1926 notamment, permet l'entrée de l'Allemagne et de l'Union soviétique, donc en 1926 pour l'Allemagne et en 1934 pour l'Union soviétique. Enfin, face à la montée des fascismes, la SDN va échouer à préserver la paix. Dans les années 1930, en effet, elle ne réussit pas à empêcher les coups de force du Japon, de l'Italie fasciste, ni de l'Allemagne nazie. Hitler quitte la SDN dès 1933, et l'Éthiopie, un pays africain pourtant membre de la SDN, est annexée par l'Italie fasciste en 1936, sans que la SDN ne puisse l'empêcher. La Seconde Guerre mondiale sanctionne l'échec de cette institution qui, finalement, disparaît officiellement en 1946. Alors grand 2, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, une nouvelle tentative de sécurité collective. Grand A, une organisation pour la paix plus efficace que la SDN. La Charte des Nations Unies, créant l'Organisation des Nations Unies, est adoptée par 51 États en juin 1945 à San Francisco, aux États-Unis. Son siège est situé à New York. L'ONU remplace la SDN, qui disparaît officiellement
en 1946 dans l'ambition de mettre en place une sécurité collective à l'échelle mondiale. Sur les principes, elle reprend largement la philosophie de la SDN, mais ses capacités d'action pour le maintien de la paix sont plus importantes. D'abord, les principales puissances vainqueurs de la guerre sont des membres à part entière et disposent d'un pouvoir important au sein des institutions de l'ONU. En effet, le Conseil de sécurité, qui a la charge de la paix et de la sécurité, est composé de 11 membres, dont 5 permanents, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Ce Conseil adopte des résolutions qui s'imposent aux États, par exemple des sanctions économiques ou l'envoi de forces de maintien de la paix, les soldats que l'on appelle les casques bleus. Contrairement à la SDN, les principales puissances militaires sont donc directement engagées dans la logique de sécurité collective. L'autre grande institution est l'Assemblée générale, qui réunit tous les États membres, mais qui n'adopte que des recommandations. Alors pour terminer, il faut souligner que l'ONU reste une organisation dans laquelle les États sont souverains. En effet, donc ces États n'abandonnent pas leur souveraineté. Cette souveraineté est garantie par la Charte de 1945. L'action de l'ONU repose donc sur l'entente de ces États, en particulier les puissances membres du Conseil permanent de sécurité, et dans lequel ces puissances disposent d'un droit de veto. Alors dès les années 1950, la guerre froide gêne le fonctionnement du Conseil de sécurité, car les deux superpuissances rivales tentent d'empêcher toute décision en faveur du camp adverse et posent leur veto sur les décisions du Conseil de sécurité. La bipolarité Est-Ouest empêche donc de mettre en œuvre les opérations de maintien de la paix qui supposent l'accord des parties prenantes et sont donc peu nombreuses. Cependant, il faut souligner que l'ONU intervient néanmoins durant la période sur certains théâtres de conflit, comme à Chypre en 1964 lors de la division de l'île, au Liban en 1978 lors de la guerre avec Israël, ou encore au Congo lors de l'indépendance entre 1960 et 1964 afin d'éviter l'éclatement du pays.